Voilà, mesdames et messieurs, mesdames, bonsoir. Un plaisir de vous accueillir ici pour cette soirée. On est encore depuis en début de saison, on a gentiment commencé avec des soirées, comme vous le savez, assez diverses. On a commencé sur la musique, on va continuer autour de notre cycle de rencontres avec l'ASREP, et donc ces rencontres autour de personnes, de personnages, de personnalités marquantes. Ici, on va continuer, donc, comme vous le savez, avec la figure, puisque au fond, il faut parler de figure à propos de Hannah Arendt, on pourrait dire actualité de Hannah Arendt, hein, puisqu'au fond, on a une pensée qui a suffisamment marqué le XXe siècle et qui nous a continué à nous interroger. Et donc, on va continuer notre cycle d'accueil ici avec Renato, qui chaque fois nous propose une thématique différente, avec des invités chaque fois différents. Daisy, on te réaccueille, puisque tu étais à la première soirée autour de Louandré Salomé. Et donc, voilà, c'est un plaisir de vous accueillir comme toujours ici pour ces soirées au café littéraire. Ça se remplit chaque fois de plus en plus et on commence à avoir des fidèles et on est heureux de ça. Alors vous, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez vu que le programme de l'automne est sorti. On est en train de travailler sur le programme du printemps. Donc vous avez vu sur vos tables le programme de l'automne, avec un certain nombre d'événements qui arrivent, alors certains récurrents, pour ceux qui connaissent nos soirées avec l'association Imbevu par exemple, et avec le Chibre, mais on aura de la musique, et notamment le 15, une soirée écossaise qu'on renouvelle un petit peu, puisqu'on aura une soirée dégustation whisky, avec un chanteur qui nous vient d'Écosse, et puis un petit menu de type écossais, donc le 15. Pour des raisons un peu malheureuses, on a dû annuler la soirée du 10 novembre, pardon, l'écriture est par tel. Alors voilà, donc pour ceux qui auraient eu noté cette soirée, qui n'auraient pas encore vu, elle a été annoncée comme annulée. Et puis on aura de la musique. Et puis on finira avec donc le vernissage d'un ouvrage à paraître le 14 décembre à la caméra imaginaire, le 22 novembre. C'est pas dans le programme, mais ça commence à circuler, l'information commence à se faire connaître. Donc le 22 novembre, on a une soirée avec le prix de l'ailleurs. Donc on accueille nos amis de la Maison d'Ailleurs à Yverdon, qui lance pour la deuxième édition du prix de l'ailleurs, un prix d'écriture utopique ou dystopique, suivant quoi. Donc voilà, donc le 22 novembre, si vous voulez noter. Alors continuez à surveiller vos réseaux sociaux favoris, donc on essaie de se tenir à jour. Et puis voilà. Donc sans plus attendre, comme d'habitude, donc on va amorcer la soirée. Donc une première partie de présentation, une partie un peu interactive. Pendant la soirée, vous pouvez continuer à commander discrètement à la cuisine, comme vous savez, à des consignes pour rester discrète. Donc il n'y aura pas de cappuccino par exemple, mais voilà, vous pouvez verser discrètement au service et ils viennent vous servir. On espère que tout le monde, en tout cas, a de quoi se sustenter et de boire pour l'immédiat. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Renato pour introduire plus formellement le contenu de la soirée. Et puis, et voilà, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Philippe. On va parler de la vie et de l'œuvre de Hannah Arendt. La dernière fois c'était autour de Kubrick et puis j'avais justement commencé en disant que probablement on parlerait beaucoup plus de l'œuvre de Kubrick que de la vie, ce qui me semble que c'était le cas. Aujourd'hui c'est tout à fait différent. La vie et l'œuvre de Hannah Arendt sont intimement liées et on a l'impression que sans certains événements, son œuvre soit aurait été complètement différente, soit n'aurait pas eu lieu. Sandrine Burri, elle va commencer par nous parler de deux blessures dans la vie de Hannah Arendt qui l'ont marqué. Une
Oui, vous m'avez parlé de deux, n'est-ce pas, j'avais ajouté une troisième. Oui, et j'en parlerai aussi du coup. Donc, la première serait la mort de son père lorsqu'il était très jeune. La deuxième, c'est l'affaire Heidegger dont vous avez certainement entendu parler. Et puis, en discutant, en préparant cette journée, j'ai dit il y aurait une troisième, bien sûr, ça veut dire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ça a été tout un problème pour elle, puisqu'à un certain moment, elle est devenue apatride, on l'a retiré son passeport. Alors, Hannah Arendt, elle a, à partir de là, toujours se penché dans son œuvre sur la question juive, elle était juive allemande, sur la question juive d'un côté, sur la question allemande de l'autre. Et puis, elle parlait des juifs allemands déjà au XVIIIe siècle, où le grand problème, c'était les juifs étaient séparés entre les assimilationnistes et les sionistes. Donc, les assimilationnistes, où d'une certaine façon, l'idée, c'était de devenir allemand le plus possible, et d'une certaine façon de diluer ce qui serait leur identité juive, tandis que les sionistes, c'est le contraire, ça marquait beaucoup plus profondément leur identité en tant que juifs. Dans un premier moment, on verra, elle s'est penchée du côté des sionistes. Ensuite, elle a pris une position anti-idéologique d'une façon tout à fait générale qui incluait le sionisme. Alors, lorsqu'elle est arrivée en Amérique, elle s'est penchée sur la question juive, sur la question allemande, toujours d'une façon très ambiguë, très ambivalente, que ça soit par rapport à sa judéité, mais par rapport aussi à sa position en tant qu'allemande, dans sa correspondance avec Jaspers. Jaspers ne cessait de dire « Mais vous êtes allemande, bien sûr que vous êtes allemande ». Et Hannah Arendt disait « Je ne suis pas sûr, je ne me sens pas allemande. C'est clair que pour moi, je me sens profondément imbu de la langue allemande. » Mais elle ne réussissait pas à parler d'une espèce d'essence allemande, d'une identité qui pourrait être allemande. Alors, elle est arrivée en Amérique, on voit dans le film que vous allez certainement commenter, son plaisir, son bonheur d'arriver en Amérique, de ce sentiment de liberté, mais là, de nouveau, une nouvelle ambiguïté, une nouvelle ambivalence par rapport cette fois-ci à la culture américaine. Et on voit ça dans ses écrits, entre autres la crise de la culture. On ne pourra pas se pencher sur tout, on ne pourra pas approfondir. On aurait dû multiplier cette rencontre plusieurs fois pour pouvoir vraiment nous satisfaire et vous satisfaire. Mais dans la crise de la culture, par exemple, là on voit ces inconforts de Hannah Arendt par rapport à la culture américaine, entre autres la question de cette démocratie culturelle, de la culture de masse, où elle voyait des joyaux de la culture complètement popularisés et entrer dans une espèce de marché de consommation qui évidemment, je ne dis pas ça lui faisait horreur parce qu'elle essayait de comprendre tout ça, mais on sentait qu'elle n'appréciait pas tellement. Ou alors, par rapport à la crise de l'éducation, lorsqu'elle parlait de cette tentative d'horizontalisation de l'autorité entre élèves, et elle finissait par défendre une certaine autorité. Alors, il y aura toute une série d'éléments que nous ne pourrons pas toucher, mais il y aura peut-être un qui est ce côté polémique qu'elle a déclenché d'abord par rapport, j'ai oublié mes notes, mais je pense que c'est Little Rock. C'était, je pourrais vous parler plus en détail de ce texte sur Little Rock,
mais qui était autour de la déségrégation, puisqu'il y a eu une loi en Amérique qui obligeait la déségrégation. Ça veut dire les Noirs, ils devaient être obligés de fréquenter l'école des Blancs. Et voilà que dans une petite ville, Little Rock, si je ne me trompe pas, c'est dans le Arkansas, les Noirs ont été très mal reçus. Il y a eu des violences autour des Noirs. On lui a demandé à Hannah Arendt d'écrire quelque chose sur ça. Elle a écrit. Et puis, l'étonnement des éditeurs, elle était contre la déségrégation. Donc l'article a été mis de côté, elle a dû écrire dans un autre endroit. Et plus tard, le problème s'est reposé autour de Eichmann, mais je pense que vous allez me parler plus en détail sur ça. Daisy Avila, elle va me parler de cette impossibilité de l'assimilation. Alors je commence par Sandrine Bury, puis ensuite on aura une conversation avec Marie entre nous. Voilà. Alors merci, bonsoir, merci d'être venu, merci à Renato Seidel et Daisy Seidel de m'avoir inclus dans ce projet. Moi j'ai besoin de mes notes encore. J'espère un jour n'avoir plus besoin de mes notes. Alors je vais commencer ainsi, d'ailleurs mes anciens élèves vont reconnaître certaines choses de mes cours, d'autres pas. Dans une lettre datée du 6 août 1955, Hannah Arendt adresse à son ami Karl Jaspers ces quelques lignes, je cite. « J'ai commencé si tard, à peine il y a quelques années, à aimer vraiment le monde. Par gratitude, je voudrais appeler mon livre de théorie politique Amor Mundi, l'amour du monde. Ces mots ne sont pas anodins. En effet, si l'on se réfère à son journal de pensée, il comporte la même année, donc en 1955, la remarque suivante. Amor Mundi, pourquoi est-il si difficile d'aimer le monde ? On pourrait alors se donner pour tâche, tous ici, de se représenter quelque part quasi médicalement la situation et alors considérer Hannah Arendt en patiente, luttant contre une maladie existentielle qui la ronge. Cette maladie est causée par de multiples pertes. Premièrement, celle de son père mort de la syphilis alors qu'Hannah Arendt n'avait que 7 ans. Donc tôt ou tard, on ne sait pas quand, ça je n'ai pas retrouvé, elle a dû quand même apprendre de quoi son père était mort et savoir par là même qu'il fréquentait des prostituées. En 1913, c'était en général en fréquentant des prostituées qu'on attrapait cette maladie sexuellement transmissible. Il y a ensuite justement cette deuxième perte très lourde qui est la perte de son maître à penser, Martin Heidegger, avec qui elle entretenait une relation amoureuse et très passionnelle et qu'il a trahi avec l'affaire du rectorat. Donc, pour faire court, l'affaire du rectorat, c'est que pour devenir recteur d'université, il fallait que Heidegger adhère au Parti national-socialiste, qu'il a fait. Alors après, on peut tout à fait penser, la question de Heidegger est très délicate. Il l'a fait, il a reconnu son erreur et 6 mois après, il a démissionné, il pensait pouvoir changer l'université de l'intérieur. Reste que maintenant, depuis, il y a eu aussi l'apparition la publication des cahiers noirs de Heidegger, où effectivement, on trouve des propos clairement antisémites. Il avait une femme aussi, Elfriede, très antisémite. Voilà. Moi, je pense qu'on peut... Sa femme. Voilà. Moi, je pense qu'on peut continuer à lire Heidegger et dire que c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle, tout en disant qu'il était antisémite. Personne n'a arrêté de lire Voyage au bout de la nuit
parce que l'auteur est antisémite. C'est-à-dire que voilà, il faut faire un petit peu la part des choses, puis je ne comprends pas toujours non plus ce nombre de publications qui chaque année ressortent l'affaire Heidegger. Voilà. Heidegger était probablement en partie antisémite, mais c'est un grand philosophe du XXe siècle. Voilà. Mais pour elle, pour Hannah Arendt, il faut voir ça comme une sorte de trahison. On le voit dans le film de Margaret von Trotta. Elle lui demande à un moment donné de faire des excuses publiques quand elle retourne en Allemagne après-guerre. Et il ne l'a jamais fait, donc c'est... Mais elle n'a jamais perdu le contact avec non plus. Donc voilà, c'est... Enfin et surtout, elle perd ses racines suite à la destruction de l'Allemagne et de l'Europe en général de sa jeunesse. Tout s'effondre donc autour d'elle, c'est des multiples pertes. Hannah Arendt n'a cependant pas recours à quelques médecins ou psychanalystes pour soigner son mal. La guérison se fait lentement, certes, mais à l'aide de l'exercice continu de la raison. Hannah Arendt a donc dû réapprendre à aimer le monde, parce que le monde qu'elle chérissait fut soudainement détruit, plongé dans l'abîme en 1933. Et la première étape de réappropriation du monde fut de comprendre ce qu'il était, puisqu'il avait désormais disparu. Il lui a donc fallu reconstituer rationnellement le monde, non pas ce monde qu'était l'Allemagne des années avant-guerre, ou l'Europe des années avant-guerre, mais repenser philosophiquement les conditions de possibilité de l'être au monde. Et ce sera là le centre du travail intellectuel d'Hannah Arendt, penser et défendre l'activité humaine de création, d'édification d'un monde commun. Hannah Arendt est née en 1906 à Hanovre, dans une famille de juifs laïcs. Elle poursuit une formation humaniste classique qui lui apporte la connaissance de la tradition grecque et romaine, référence constante de ses conceptions politiques. Et ainsi, Hannah Arendt va décrire notre époque contemporaine, moderne contemporaine, comme l'âge de l'aliénation au monde, en opposition à l'Antiquité gréco-romaine, conçue comme âge de l'amour et du souci du monde. Une fois son abitur obtenu comme candidate libre, elle s'était fait éjecter de son lycée pour avoir boycotté des cours et poussé ses camarades au boycott, elle a raison. Arendt s'inscrit à l'université de Marbourg, où dès 1925, elle suit l'enseignement de Martin Heidegger. Elle part ensuite suivre les cours de Husserl à Freiburg, avant de se rendre à Heidelberg pour faire son doctorat sur le concept d'amour chez Saint-Augustin, sous la direction de Karl Jaspers. Donc il s'agit, Heidegger, Husserl et Jaspers, de trois grandes figures de la phénoménologie et de l'existentialisme allemand, de trois grandes figures qui vont profondément marquer la pensée arendtienne. La révolution morale qu'Hannah Arendt propose avec son concept d'amor mundi, amour du monde, prend ses sources dans la pensée de Heidegger qui, au moment où elle le fréquente amoureusement, écrit une conférence qui s'intitule « Bâtir, habiter, penser ». Le rapport au monde sur le mode de l'habitation détermine une édification du monde. C'est parce que l'on se destine à habiter le monde qu'on l'aménage, qu'on le civilise. Et c'est précisément la perte de ce rapport d'habitation dans le sentiment de superfluité, dans le sentiment d'être comme exclu du monde, qui détermine un autre rapport au monde, ou un rapport au monde détruit, dévasté, etc. Donc dans notre monde contemporain, nous sommes à la fois si peu et de trop. Avec la programmation de la solution finale, les nazis ont conduit les hommes superflus avant de les massacrer. Et ce qu'il faut penser, c'est que, au fait, ça ne cesse de... c'est comme si
Désormais, c'est toujours possible, c'est toujours actuel. On garde cette superfluité. Elle ne peut pas être comme ça niée. Ensuite, suite au remous de l'histoire, Hannah Arendt se retrouve rattrapée par sa particularité identitaire, juive allemande, et elle s'engage dans la cause politique du sionisme lorsqu'elle rencontre Kurt Blumenfeld, président de l'Union sioniste allemande, en 1926. En 1933, les remous de l'histoire deviennent des secousses violentes. Hitler accède au pouvoir et devient chancelier. Hannah Arendt, comme tous les intellectuels juifs, se voit dans l'obligation de fuir. Enfin, ceux qui peuvent. L'exil constitue pour Hannah Arendt un traumatisme qu'il s'agit de méditer plus avant. C'est à la fois un déracinement et le premier symptôme qu'un monde a été détruit. Elle émigre d'abord à Paris pour y intégrer une association d'aide aux réfugiés et à leur émigration vers la Palestine. Mais après l'invasion allemande de 1940, elle est internée au camp de Gours. Elle arrive à s'échapper. Il faut savoir que les autres femmes qui étaient internées au camp de Gours et qui n'ont pas réussi à s'échapper ont été déportées à Auschwitz. Elle est à nouveau contrainte de fuir, donc elle s'échappe, elle fuit, et elle quitte définitivement le vieux continent pour les États-Unis en mai 1941. Elle y reste apatride une dizaine d'années, démunie de sa tradition qui a été effacée par le nazisme, démunie de la terre de ses pères, détruite par la guerre. Alors ici, il faut relever que ce n'est pas uniquement la patrie comme terre d'héritage qui constitue pour Hannah Arendt et pour les apatrides en général un manque cruel, mais surtout la cité, au sens grec du terme, à savoir le lieu du politique, le lieu du droit. Et Hannah Arendt elle-même conçoit sa pensée comme toujours apatride, disons d'elle-même, c'est le titre un petit peu de cette conférence, I don't fit, désolée pour mon anglais. Ce qui revient à dire qu'elle ne convient à aucune catégorie, qu'elle n'entre dans aucune case, et sans cesse elle se sent comme inconvenante, décalée, pas à sa place. Elle est ni allemande, elle ne se sent pas juive, ou en tout cas pas israélienne, ni européenne, ni américaine, etc., etc. Elle estime aussi qu'elle n'est pas philosophe, mais penseur politique, mais en même temps, elle revient toujours à la philosophie, bref, voilà, elles se sont comme décalées. Hannah Arendt consacre les années d'immédiate après-guerre à l'écriture d'un ouvrage majeur qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », dont elle termine le manuscrit en 1949. L'ouvrage se présente comme la première tentative de comprendre cette forme historique qui apparaît simultanément en Allemagne et en URSS et qui est nommée totalitarisme. Que s'est-il passé? Pourquoi et comment cela s'est-il passé? Comment est-ce possible? C'est toutes ces questions qu'elle se pose. Donc après la guerre, un monde est détruit, mais un nouvel objet politique, à savoir le totalitarisme, demande à être pensé. En 1951, Hannah Arendt obtient la nationalité américaine, ce qui signifie pour elle l'attachement à une terre et surtout l'intégration d'une communauté politique. Bref, enfin la possibilité de reconstruire un monde commun. Et l'ouvrage qu'elle voulait appeler Amor Mundi paraît finalement en 1958 sous le titre de The Human Condition, désolée. L'édition française, quant à elle, prend le titre de Conditions de l'homme moderne. Et Arendt, dans cet ouvrage, distingue 3 activités humaines qui, selon elle, devraient être clairement déterminées et localisées. Ce sont les conditions de la liberté humaine qui sont mises à mal.
premièrement, il y a le travail où l'homme est un animal laborans. Deuxièmement, l'œuvre où l'homme est considéré comme homo faber. Et enfin, l'action où l'homme est un zoon politikon. Dans cet ouvrage, Hannah Arendt détermine la modernité comme l'époque de la société de masse et de l'administration bureaucratique. Et le travail anonyme et de l'animal laborans se sont progressivement mais radicalement substitués à la politique et à l'action qui s'y rapporte. Enfin, on en arrive justement à l'affaire Eichmann. Donc en 1961-1962, Hannah Arendt est envoyée comme correspondante pour le journal The New Yorker afin de couvrir le procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann. Donc une année auparavant, pour juste faire un petit retour en arrière, les agents du Mossad retrouvent et enlèvent Adolf Eichmann, haut fonctionnaire nazi, dans une banlieue de Buenos Aires. Ce dernier vivait caché sous le nom de Ricardo Clement. Alors après, quelque chose qui resterait aussi à expliquer, enfin à comprendre, mais dont on n'aura pas le temps de discuter ce soir, c'est qu'on sent qu'Eichmann, peu à peu, quelque part, se dévoile de plus en plus, puis c'est comme s'il avait quelque part envie qu'on le retrouve. Alors on ne peut pas savoir si c'est parce que parce qu'il était lassé de vivre caché ou parce que justement il était très fier de ses actions. Hein. Le problème, c'est qu'Hannah Arendt, elle a eu une certaine interprétation qui après, elle avait certains éléments d'archives qui étaient les siens, puis après, avec de nouveaux éléments, c'est pourquoi elle est beaucoup critiquée. Ben, on peut se dire qu'au fait, Eichmann était bien vraiment complètement antisémite, et puis voilà. Mais Hannah Arendt l'a vu différemment. Donc, quand les agents du Mossad kidnappent Eichmann, il est exfiltré vers Israël et accepte d'y être jugé. Hein. Il est jugé en Israël. Son livre Eichmann à Jérusalem, enfin, le livre Eichmann à Jérusalem d'Hannah Arendt explique bien que si c'est possible, si ce procès est devenu possible, c'est parce que Eichmann a reconnu le tribunal de Jérusalem, qui s'est reconnu comme apatride. Et l'Allemagne a été quelque peu lâche, au fait, là-dessus, ou bien, disons, fatiguée par les procès de Nuremberg, et ne demande pas son extradition. Ce qui aurait normalement été déjà plus juridiquement correct. Son procès à Jérusalem s'annonce comme retentissant. D'une part, Eichmann était le responsable nazi en charge des affaires juives et des évacuations, et fit ainsi office de secrétaire à la conférence de Wannsee de 1942 qui décida de la solution finale. D'autre part, à la différence des procès de Nuremberg, le procès d'Eichmann a eu lieu dans la nation où se sont réfugiées les victimes. Maintenant, j'ajoute juste quelque chose comme ça au passage, c'est qu'il y a une année à peu près, un ancien agent du Mossad a déclaré que on aurait pu retrouver, enfin ils étaient en même temps en train de retrouver Eichmann et Joseph Mengele, et ils avaient peur à courir deux lapins à la fois d'en manquer un, et ils se sont concentrés sur Eichmann parce que malgré le côté terrifiant de Joseph Mengele, Eichmann était quand même placé plus haut dans la hiérarchie, et puis ils ont choisi Eichmann et pas Mengele. Du fait que, enfin, de là, Mengele est parti au Paraguay et puis au Brésil où il est mort noyé, par noyade. Donc aux yeux d'Hannah Arendt, le procès s'avère plus ambigu que prévu. Elle part, alors je prends l'image d'un film qui s'appelle Zero Dark Thirty, j'espère que vous l'avez vu. Donc elle part à l'image de Maya, la femme qui traque Ben Laden dans Zero Dark Thirty,
pour se confronter à un monstre, en l'occurrence Eichmann. Et si j'effectue le lien entre Zero Dark Thirty et la couverture du procès d'Eichmann par Hannah Arendt, c'est que a priori seulement, les deux, le film et la réalité biographique d'Hannah Arendt, se structurent à la manière des tragédies antiques. Des monstres sanguinaires, Ben Laden, Eichmann, sont traqués par des héroïnes, Maya, Hannah Arendt, qui effectuent un parcours cathartique au cours duquel elles vont devoir surmonter d'anciens démons. En effet, en acceptant de couvrir le procès d'Eichmann, Hannah Arendt évoquait non seulement une obligation à l'égard de son passé, mais également de voir en chair et en os l'un des acteurs de sa trilogie sur les systèmes totalitaires. Elle avait probablement à l'esprit de vérifier une hypothèse développée dans les origines du totalitarisme, à savoir que le système totalitaire cherchait à prouver que tout est possible, tout ce que les humains ne pouvaient même pas imaginer. Ici s'arrête l'homologie entre les deux histoires, dans la mesure où Hannah Arendt ne trouve pas en Eichmann le monstre sanguinaire qu'elle se représentait. Eichmann, contrairement à ce qu'elle imaginait et à ce que ses accusateurs auraient voulu croire, n'est pas, selon Hannah Arendt, un être extraordinaire par sa monstruosité. Il est bien plutôt insignifiant, nobody, à savoir un fonctionnaire ambitieux, soumis et ordinaire qui obéit aux consignes et aux devoirs, sans jamais les remettre en question. C'est un homme tristement banal et asservi pour elle. Et c'est ce phénomène qu'Hannah Arendt décrit sous le concept de banalité du mal. Alors, elle a été mal comprise pour ça, souvent, on lui a beaucoup reproché ça. Il ne s'agit aucunement pour elle de disculper un criminel de guerre. Pour elle, la culpabilité d'Eichmann ne fait aucun doute et ses actions sont impardonnables. Donc, il ne s'agit en aucun cas de dire que le crime d'Eichmann, et le mal par extension, est ordinaire et banal, mais de comprendre que le mal, lorsqu'il est introduit dans la loi, produit la banalité. Autrement dit, lorsque le mal est légalisé, il est de fait banalisé. Et apparaît ici un problème philosophique de taille. Comment distinguer le bien du mal si la loi elle-même a pour norme le mal? Et selon Hannah Arendt, ce qui fait défaut à Eichmann, c'est la capacité de juger. En d'autres termes, Eichmann était incapable de juger la validité ou de l'invalidité morale d'une loi. Et c'est aussi ce qu'affirme son avocat, l'avocat d'Eichmann, maître Servatius, que je cite: Eichmann avait commis des actes pour lesquels vous êtes décoré si vous êtes le vainqueur et envoyé à l'échafaud si vous êtes vaincu. À l'issue de son procès, Eichmann est condamné à la pendaison et ses cendres seront dispersées hors des eaux territoriales de l'État d'Israël. Hannah Arendt, qui a beaucoup dérangé aussi, s'interroge sur la légitimité du tribunal de Jérusalem, et on vient à adopter ce qui a été fait par la suite pour les génocides qui ont suivi, la position de la nécessité impérative d'un tribunal international. Il y a d'abord le fait de l'enlèvement d'Eichmann en Argentine. Ça crée un petit conflit comme ça, diplomatique entre l'Argentine et Israël. Il s'avère ensuite problématique que ce procès soit mené par un État, Israël, qui n'existait pas au moment des faits. Enfin, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Les auteurs, comme Eichmann, sont devenus hostis humani generis, et c'est pourquoi Hannah Arendt formule le verdict, qui selon elle aurait été juste à l'encontre d'Eichmann. Je la cite, pour elle le verdict aurait été ceci: et parce que vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif, comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qui veut partager la terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu. Et il est vrai qu'un crime contre l'humanité est un crime contre la pluralité humaine.
Hannah Arendt meurt le 4 décembre 1975 à New York. Et lors de ses funérailles, son ami Hans Jonas, qui pourtant lui en a beaucoup voulu, mais finalement s'est un peu calmé, prononcera ces mots. Hannah, avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu'il ne l'était. Donc maintenant, avant de céder la parole à Daisy, un peu plus glacé qu'il ne l'était. Avec ta mort, tu as laissé le monde un peu plus glacé qu'il ne l'était. Et donc, avant de céder la parole à Daisy d'Avila Seidel, j'aimerais méditer un dernier point. Alors, c'est assez étonnant parce que la question de la natalité, si on lit beaucoup Hannah Arendt, la question de la natalité traverse et honte, telle une sorte de courant océanique et souterrain, toute l'œuvre d'Hannah Arendt. Elle célèbre ainsi le miracle de la natalité, je la cite. Le commencement inhérent à la naissance ne peut se faire sentir dans ce monde que parce que le nouveau venu possède la faculté d'entreprendre du neuf, c'est-à-dire d'agir. L'action étant l'activité politique par excellence, la natalité par opposition à la mortalité est sans doute la catégorie centrale de la pensée politique par opposition à la pensée métaphysique. Malgré ces paroles, Hannah Arendt n'a pas eu d'enfant. Et comme bon nombre de descendants de dignitaires nazis qui ont décidé de se faire stériliser et de ne pas donner vie. C'est le cas par exemple de Bettina Göring. Si Hannah Arendt est bien, métaphoriquement parlant, l'héroïne d'une tragédie, alors je la comparerais à l'Antigone de Sophocle. Antigone est aussi celle de par qui son nom, Antigone, refuse la génération, contre la génération. Et Antigone met ainsi fin à la lignée maudite des Labdacides. Et comme le dit Judith Butler dans son ouvrage Antigone's Claim, je cite Butler, Giorgio Agamben a bien remarqué que nous vivons de plus en plus dans un temps où des populations sans citoyenneté à part entière existent dans des États. Leur statut ontologique en tant que sujets légaux reste en l'air. Ce ne sont pas des vies détruites par le génocide, mais pas plus sont-elles introduites dans la vie légitime de la communauté, là où des modèles de reconnaissance permettent la conquête de l'humanité. Donc, comment devons-nous comprendre ce royaume qu'Hannah Arendt décrit comme le royaume des ombres? Hannah Arendt et Antigone ont ce site commun, enfin je saurais dire dans l'autre sens peut-être, je sais pas, que leur mélancolie, si on peut dire, semble consister dans le refus du deuil qui s'effectue à travers les termes publics même qu'elles utilisent pour faire valoir leur droit au deuil. On dirait qu'il y a comme des spectres qui les hantent. C'est comme si Antigone et Hannah Arendt habitent les frères, réels, imaginaires ou symboliques, ce sera à vous de me le dire, dont elles ont pris la place. En faisant face à l'indicible, ne sont-elles pas confrontées à une forclusion socialement instituée de l'intelligible, une mélancolie socialement instituée dans laquelle la vie inintelligible fait surface dans la langue, comme on peut enterrer le corps d'une femme ou d'un homme vivant ou l'emmurer, pour Antigone. Donc Hannah Arendt et Antigone ont ceci de commun qu'elles agissent et parlent. Elles deviennent celles qui font acte de discours, et cet acte semble être un crime fatal aux yeux des mortels. Mais cette fatalité va plus loin que leur propre vie et pénètre dans le discours de l'intelligibilité comme dans la promesse de fatalité, dans la forme sociale de son futur exceptionnel, aberrant et probablement apocalyptique. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Moi, je vais passer la parole. Je vais faire juste pointer une opposition là. Vous avez parlé de Heidegger.
Vous avez parlé de l'antisémitisme et de la mort mundi de Hannah Arendt. Évidemment, la question de l'antisémitisme de Heidegger, je ne comprends même pas pourquoi il y a tellement de débats autour de ça. Il y a quelque chose, presque une détermination sociologique dans la position de Heidegger. On voit très bien, n'est-ce pas, si on compare Heidegger, Karl Jaspers et Hannah Arendt, comme ils étaient dans des champs très différents. L'antisémitisme n'est même pas d'un antisémitisme chez Heidegger, c'est surtout un nationalisme très fort qui était présent aussi chez Karl Jaspers. C'est très intéressant de voir dans la correspondance avec Hannah Arendt, comme Jaspers, il y a un moment, justement, autour de 1933, où il avait un enthousiasme autour de la germanité et de l'Allemagne. La différence, c'est que de Heidegger et de Karl Jaspers, c'est que Karl Jaspers, il était marié à une juive, ce qui le posait dans une situation déjà très différente de celle de Heidegger. Donc, je dirais presque que c'est une opposition, pas tellement entre l'antisémitisme de l'un et la mort mundi de l'autre, mais le nationalisme de l'un et la mort mundi de Hannah Arendt, qui n'est pas par hasard que le monde il prend cette importance, parce que c'est une opposition au nationalisme qui était très fort à l'époque. Alors, c'est clair que lorsque, dans les jours d'aujourd'hui, on relit ça, on est très impressionné en voyant que nous sommes de nouveau habités par les questions de résurgence de nationalisme. Et on ne cesse de faire cette comparaison, les jours de l'actualité et puis les années 30, tout en gommant parfois les différences qui sont très, très grandes. Peut-être on reviendra un peu sur ça. Entre autres, actuellement déjà, il n'y a pas de crise économique comme il y avait à l'époque. Au contraire, le monde va très bien économiquement. Et puis, les problèmes ne sont pas entre une nation et l'autre, mais c'est à l'intérieur des nations où ces tensions, elles se font. Bref, l'autre... vous avez mis toute une biographie, une chronologie très précise et très bonne. Je pense qu'elle va nous aider beaucoup à nous repérer. Mais juste l'autre opposition que vous avez faite, c'était entre l'action, ça veut dire la politique et la métaphysique, et puis entre Hannah Arendt et Antigone. Ma question, c'est dans quelle mesure Hannah Arendt elle serait du côté du politique et Antigone de la métaphysique. Mais tout ça, on reviendrait. Peut-être on n'aura pas le temps et ça ne sera pas l'espace aussi d'entrer dans ces détails. Et puisqu'on devrait entrer dans le statut de la métaphysique chez Hannah Arendt, et je pense que ça prendrait énormément de temps. Je laisse des idées là pour nous parler de... Oui, alors, bonsoir à tous. Bon, je vais prendre là où Sandrine nous a laissé, c'est donc le titre, c'est un titre comme ça qui est venu du I Don't Fit, c'est Hannah Arendt et l'inassimilable. En fait, je suis partie de cette biographie de Elisabeth Jonglu et depuis le début, elle le dit que Hannah Arendt elle condamnait l'introspection et les analyses psychologiques. Alors, ça m'a un petit peu interpellée d'emblée. Je disais, mais bon, pourquoi une femme qui a autant pensé était condamnée à l'introspection? Moi, je pense que c'était parce que ça avait une connotation un peu égoïste de penser à soi, de s'analyser. Je pense que ça devait être ça, puisque c'était, comme elle a dit, une femme qui était très tournée vers le monde et qui avait un très grand besoin d'agir. Alors je pense qu'elle s'est soignée, comme vous avez dit, bon, elle s'est soignée comment? Je pense qu'elle s'est soignée par l'action et par cette résistance qu'elle avait vis-à-vis de système politique. Voilà, donc elle s'est mise en résistance et puis elle a agi
en fonction de cette position-là. Donc, amour du monde, n'est-ce pas? Et oubli de soi, disons, en principe. Hein, donc, et bien entendu, la question psychologique par première, en pensant à elle, c'est l'identité. C'est-à-dire il y a des courants de la psychanalyse qui disent que l'identité n'existe pas. Qu'il y a l'identification, mais l'identité, bon, bien sûr, c'est une chose construite, mais si je demande à des jeunes gens quelle est votre identité, qu'est-ce que vous pensez de l'identité, tout de suite ils ont un geste, bon, ça vient du dedans. Donc il y a quelque chose où ils tapent comme ça vient du dedans. Et aussi, c'est selon son origine. Donc le dedans et l'origine. Chose qui pour elle, donc elle a mis une espèce je ne sais pas, de défense contre le dedans, et puis à partir de là, voilà, elle va revenir à la fin de sa vie avec la vie de l'esprit, c'est-à-dire que cette vie de l'esprit n'est pas du tout une autre analyse, mais elle analyse plutôt la pensée. Comment cette pensée est venue aux hommes. Elle fait référence à Socrate, la découverte de la conscience de soi et les deux en un, et ce dialogue muet de la pensée entre soi et soi-même. Elle insiste beaucoup avec ça. Mais c'est une analyse, une autre analyse, ou bien une pensée... une pensée où elle garde pour elle, où elle écrit beaucoup, donc elle met ça sur papier, mais cette analyse n'est pas adressée à quelqu'un, c'est à la différence de quelqu'un qui fait une analyse, donc, ou une analyse psychologique, comme ça s'appelait à l'époque, il y a une adresse et il y a une dialectique, pas seulement avec soi-même, mais avec un autre qui est à l'extérieur. Alors, je pense qu'il y a... un conflit premier entre le dedans et le dehors avec elle. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut... quels sont les vases de communication, je pense, entre ce dedans et le dehors. Alors, elle a beaucoup écrit sur le monde, beaucoup écrit sur la collectivité, mais si vous analysez de près... c'est à partir d'une pensée qui est quand même très subjective qu'elle va lire le monde, parce que c'est pas possible autrement. Et je me suis arrêtée sur les tout derniers travaux qui concernent donc la vie de l'esprit. C'est les tout derniers chapitres, je pense qu'elle a écrit ça avant de mourir. Et où elle parle de l'abîme de la liberté comme un nouvel ordre du siècle. Et c'est là où le glaçage commence, donc où on peut faire un saut finalement entre Gaïa et Anthropos, et un saut entre la métaphysique et la mythophysique. Pourquoi la mythophysique? Parce que on peut introduire là les thèmes des variantes de la fin du monde. Pourquoi ça? Parce que ce qui a fait scandale à l'époque, la banalité du mal, c'est quand même une boîte de Pandore qui ouvre quelque chose que nous sommes en train de vivre quotidiennement sous plusieurs aspects. Donc, même si elle ne s'intéressait pas à ce qui pouvait se passer dans la tête des gens, en particulier, par exemple dans la tête de l'affreux personnage d'Eichmann, elle tombe pile dans l'analyse du mal constitutif de tout être humain, la partie sombre et inavouable de tout un chacun. Donc, j'ai une analyse un peu plus différente de celle que vous nous avez donnée. Et cet abîme de la liberté, qui est très bien perçu par Hannah Arendt, nous mène
à une perception de la modernité comme des éléments fondamentaux d'un sentiment de perte du monde, en tout cas d'un monde, en tout cas, avec la conséquence d'une crise spirituelle qui a passé d'une crise libératrice à la condition inédite du sujet autonome. C'est de la révolution du XVIIe siècle qui nous a extirpés d'un monde fermé et hiérarchique. Nous sommes passés à l'univers infini et démocratique qu'on pointait déjà Quarry en 1962. Bon, elle était kantienne, hein, donc elle part. Alors, qui serait à l'origine officielle de la conception de l'homme moderne, législateur autonome et souverain de la nature, le seul à pouvoir s'élever au-delà de l'ordre phénoménologique de la causalité, un exceptionnalisme humain comme un authentique état d'exception ontologique fondé sur la séparation entre nature et histoire. C'est donc l'homme qui conquiert la nature. Mais après, le romantisme vient. Et après le romantisme vient le désenchantement par Weber et le Dasein de Heidegger, qui nous montre qu'à la fin, l'homme devient victime de son propre succès en se découvrant absolument seul au milieu de la nature. Hannah Arendt, avec ce concept qu'elle crée, la banalité du mal, donc c'est une parole qui est devenue un concept, ouvre une boîte de Pandore. Dans cette boîte, il y a aussi quelque chose qui pourrait être qualifié de passion pour le réel, un réel qui nous exclut, un monde sans nous. C'est le monde en tant qu'extérieur à la pensée, le grand dehors. Nous sommes plongés depuis quelque temps dans un sentiment de fin du monde qui est représenté par différentes œuvres littéraires et cinématographiques comme Mélancolie et autres films de fiction scientifique où le thème de l'apocalypse est très présent. À voir dernièrement, donc une rencontre des philosophes lausannois qui concernait le thème sous le titre d'encore l'apocalypse. Donc, un exemple de ce thème est le film de Béla Tarr, Le cheval de Turin. Pourquoi ce film qui apparemment n'a rien d'un scénario de fiction scientifique? Au contraire. C'est un film que les philosophes, je pense, qui ont connu. Il raconte l'histoire, il paraît que c'est un fait véridique, il raconte l'histoire de Nietzsche qui, après avoir assisté à la scène d'un cocher, donc il traversait un champ comme ça, un peu en désolation, le film est noir et blanc, donc après avoir assisté à la scène du cocher qui fouette son cheval pour lui faire avancer, embrasse le cou du cheval, se met à pleurer et passe ensuite 2 jours dans un état de perplexité et depuis cet épisode n'écrit plus et sombre dans une folie qui va durer une dizaine d'années jusqu'à sa mort. Le cinéaste nous plonge dans un cinéma contemplatif de douleur et désespérance humaine, un sentiment d'un monde qui se vide peu à peu, laissant les humains complètement désemparés. Et dans un commentaire de ce film par Eduardo Viveiros de Castro, qui je ne pense pas qu'il y a une traduction en français, et Débora Danowski, ils sont brésiliens. Eduardo Viveiros de Castro est anthropologue, mais il donne un petit peu sur la philosophie. Il a fait un essai qui s'appelle « Il y a un monde à venir ». C'est les essais sur les peurs et les fins. Dit que le film peut être vu comme un développement d'un équivalent cosmologique du thème de la banalité du mal arendtien. L'absurdité de la condition humaine est mise en exergue dans une ambiance d'apocalypse. C'est comme si la fin du monde ne serait pas un spectacle dantesque comme dans Mélancolie, mais une décadence fractale, une disparition lente, imperceptible et silencieuse. Mais cette banalité du mal est proche du principe de destructivité de Sabine Spielrein et aussi de la pulsion de mort théorisée par Freud et qui influence actuellement la perception
de notre être dans le monde, de notre être dans ce monde. C'est l'argument thanatologique du monde des hommes sans monde. Un courant se développe maintenant dans une volonté explicite de rénovation métaphysique de la pensée contemporaine. Ce mouvement, que je connais peu, j'ai simplement pris des notes pour vous faire part, ou tendance, inclut des penseurs dont les noms se trouvent associés à la problématique connue par le nom de réalisme spéculatif. Ils sont Ray Brassier et Jan Grant, je crois qu'il y a des rires ou des gens qui connaissent, peut-être Graham Harman, on pourra discuter, et Levi Bryant, et d'autres comme Quentin Meillassoux, selon Renato il le connaît, je sais pas, Bruno Latour ou Tristan Garcia, qui s'occupent de la matérialité comme dimension proprement ontologique, de la technologie et des sciences naturelles. Tous anti-kantiens et anti-humanistes, une indifférence marquée par la philosophie du langage, un intérêt pour tout ce qui est non humain. Comment, alors, je fais ce lien entre Hannah Arendt a pu déclencher cet intérêt aussi contraire à ses intérêts. Donc, c'est le renversement. Donc, le renversement qui est quelque chose qui est très utilisé en psychanalyse. Donc, il y a un renversement de l'argument. Mais deux choses, j'ai été quand même pressée par ces associations, c'est bien venu tout de suite sans aucun effort. Une, c'est, je vous ai déjà développé, la banalité du mal, et l'autre, c'est la phrase que, grâce à Sandrine Bury, ça m'a sauté aux yeux, c'est « I don't fit ». J'ai même demandé beaucoup, j'ai une prof d'anglais, Dorothy Brooks, qui m'a aidé à trouver un équivalent en français, et puis c'était difficile, mais on peut dire l'inassimilable, mais je pense qu'en anglais c'est difficile de traduire. Donc à partir de cette subjectivité, parce qu'elle parle à son nom, I don't fit, il peut avoir quelque chose de la question sociale, même si elle n'a pas fait de l'introspection. Ce travail doit passer par soi-même, c'est incontournable. Alors, l'homme perdu dans cette fourmilière, donc vous avez vu sur l'affiche de New York, qu'il a lui-même construit. Nous voilà dans le dessin heideggérien. Pas l'homme au milieu de la nature, mais l'homme seul au milieu d'une jungle construite de ses propres mains. Gaia et Anthropos. Qui aura le dessus? J'ai eu comme une impression qu'elle découvrait un autre état de l'homme, qui est celui de ne pas pouvoir s'insérer complètement dans ce monde. Du I don't fit, on pourrait aussi dire, dans l'état actuel des choses, we don't fit. We are unfitness. Depuis le malaise de la culture de Freud, nous avons découvert notre incompétence devant les forces de la nature. Et même si nous avons appris à maîtriser beaucoup de choses, on dirait que plus on découvre des moyens pour se protéger et s'adapter au monde, plus on détruit de l'autre côté un équilibre. Et les évolutionnistes ont théorisé que la sélection naturelle était le résultat de fittest, celui qui s'adapte le plus ou le moins au monde. Mais le problème que je pense que sans le vouloir, Hannah Arendt soulève avec cette phrase où elle n'arrivait pas, elle, subjectivement, à s'insérer quelque chose de collectif. Il y a quelque chose dans la nature humaine, quelque chose qui ne s'adapte pas au monde, et entre le monde et nous, il y a vraisemblablement un inassimilable. Et c'est la question de l'assimilation, où vous avez relevé qu'elle était assez contre l'assimilation. Et puis, si vous... Bon, c'était l'assimilation politique, elle a dit que les assimilés, c'était les premiers à être détruits, qu'il fallait une différence. Donc, soit on s'assimile, soit on se différencie. Donc, le sionisme, c'était une tentative
de différenciation. Et c'est la question actuelle de nos jours de l'identité, c'est le désir, la difficulté d'être assimilé à un village global. Nous voulons être, c'est-à-dire différents. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de discussions sur les questions de l'identité actuellement. Et puis pour finaliser, vous savez qu'on dit souvent que les psychanalystes, des fois, ils sont prophètes. On dit que Freud a été prophète sur pas mal de points. On dit aussi que Lacan était prophète, comme Lacan a dit, comme Freud a dit. Mais moi, je ne crois pas qu'ils étaient prophètes, ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que, à force d'analyser les gens, ils développent certaines antennes. Et Lacan a dit, je ne sais pas où, mais il a utilisé un vers d'Antoine Tudal, qui je trouve que la poésie, elle représente bien cette inadaptation au monde. C'est entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Entre l'homme et la femme, il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. Et voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. Merci Daisy. Voilà, en tant que psychanalyste, on découvre tout un côté comme ça de concepts psychologiques chez Hannah Arendt, même s'ils ne sont pas explicites, dont le premier serait celui de l'inassimilable, cette impossibilité d'adaptation. Il y aurait l'autre qui serait l'identification, et un autre très important, la pulsion de mort, qu'on a souvent l'impression que Hannah Arendt tourne autour de cette pulsion de mort sans la définir. C'était impossible pour elle de définir la question de la pulsion de mort, mais elle tourne, elle essaie de trouver des mots pour décrire cette question qui est celle de la pulsion de mort. Et moi j'ajouterais un qui peut-être elle a échangé beaucoup, c'est sur la culpabilité, notamment avec Karl Jaspers. Karl Jaspers, il a écrit même un livre sur ça, La culpabilité allemande. C'est un livre poignant de Karl Jaspers, parce qu'il a écrit en 1945, tout de suite après la fin de la guerre. Ça a été un de ses premiers cours, puisque Jaspers était très surpris, très choqué même, de voir dans les villes allemandes, il y avait les murs, ils avaient mis des papiers, des affiches, écrits « Vous êtes coupable », n'est-ce pas? Et ça, dans plusieurs villes allemandes, « Vous êtes coupable ». Alors, il se demandait, qui est coupable? Est-ce que tous les Allemands sont coupables? Est-ce que tous les Allemands sont coupables pareillement? Est-ce que, par exemple, ceux qui sont opposés au national-socialisme en 1933 sont coupables de la même façon que ceux qui sont opposés au moment de la nuit du cristal? Est-ce que sont également coupables par rapport à ceux qui se sont opposés au début de la guerre? Ou alors ceux qui ont commencé à s'opposer en 1941 lorsqu'ils ont vu que la guerre risquait de mal tourner? Ou est-ce qu'ils sont coupables de la même façon que ceux qui ont critiqué le national-socialisme en 1943 lorsqu'ils voyaient que c'était inévitable la défaite? Ou est-ce qu'ils sont coupables de la même façon que ceux qui se sont tournés contre le système en 1945 lorsque tout s'est effondré? Donc, il a mis toute une échelle comme ça de culpabilité. C'est pour ça qu'on pourrait presque classer eux-mêmes, ça veut dire, c'est facile pour Hannah Arendt, elle était du bon côté, n'est-ce pas? Mais Jaspers lui-même et Heidegger, à quel moment, eux, ils se sont opposés. Par contre, cette question de la culpabilité, Hannah Arendt, elle l'a repris autour des Juifs. Ça veut dire que
si Jasmin disait que les Allemands ne sont pas tous coupables de la même façon, on ne peut pas dire que les Allemands sont toujours coupables. Hannah Arendt, elle a dit les Juifs ne sont pas toujours victimes de la même façon. Et ça aussi, ça a créé une polémique énorme autour de la question surtout du rôle des chefs juifs. Elle ne comprenait pas pourquoi les Juifs ne se sont pas révoltés, même si elle a dit que c'était impossible de se révolter. J'arrête là, je vais vous passer la parole parce que je pense que vous allez reprendre déjà quelque chose sans une bibliothèque à partir de ici. Mais avant ça, je laisserai la parole aussi à vous si vous voulez poser une question ou faire un commentaire. Moi j'en ai une, ça suit un peu votre remarque, Anato, à propos de l'analyse du monde actuel où les politiciens comparent aux années 30. Et je me posais la question, alors c'est une question peut-être un peu compliquée, mais comment Hannah Arendt, enfin avec les concepts d'Hannah Arendt, comment est-ce qu'on analyserait ce monde actuel globalisé, à la fois globalisé avec ces sursauts de nationalisme dans différents pays? Je me posais simplement la question. Comme j'ai malheureusement pas eu le temps de lire tout ce que je voulais lire sur Hannah Arendt, j'en profite pour avoir votre avis d'expert. Alors moi j'aurais deux réponses par rapport à ça. Tout d'abord, qui lierait votre question avec aussi ce que vient de dire Renato Seidel sur la question de la culpabilité. Alors tout d'abord, moi je pense que le concept de banalité du mal est un concept tout à fait opératoire, quoi. Donc si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord avec la validité de ce concept. Elle dit que c'est pas un concept, mais avec cette idée de banalité du mal. Par contre, je pense qu'elle se trompe. Elle pouvait que se tromper quelque part avec peut-être les données qu'elle avait à l'époque. Et puis ça a été justement démontré par l'autre philosophe Bettina Steinway récemment. Ça s'appelle Eichmann avant Jérusalem. C'est-à-dire que ce concept de banalité du mal, il est opératoire, mais il ne s'applique pas à quelqu'un aussi haut dans la hiérarchie qu'Eichmann. Pour moi, il s'applique plutôt à des gens beaucoup plus bas dans la hiérarchie, ou bien à ces gens comme donc Primo Levi à un moment donné, quand il sort des camps, il avait toujours vu une maison juste en dehors du camp, puis il va visiter la maison, puis il demande à visiter la maison, puis il voit que depuis le premier étage de la maison, on voit les fours crématoires, et puis voilà, ça s'appliquerait plutôt à ce genre de gens. Ensuite, pour en revenir à la question de la culpabilité, moi je pense qu'on est tous coupables au fait. Et là je prendrais la phrase, mais que je ne sais pas par cœur, je ne sais plus comment la tourner, d'un autre philosophe qui s'appelle Peter Sloterdijk et qui dit dans son essai d'intoxication volontaire que la définition quelque part de l'homme moderne, c'est qu'il n'a pas d'alibi. On est toujours sur le lieu du crime, qu'on y participe ou non. On n'y participe pas, on est toujours sur le lieu du crime, proche de lieu du crime, en train de laisser faire. J'aurais bien voulu retrouver la phrase exacte, mais c'est ça. C'est quelque part la condition, alors pour reprendre le titre d'Arendt, la condition de l'homme moderne, selon Sloterdijk, sa condition c'est qu'il n'a pas d'alibi. Et je pense qu'on n'a pas d'alibi, en effet. C'est peut-être un peu pessimiste. Peut-être que ça me dérange, cette conclusion. Cette conclusion me dérange. Pourquoi La Libye, on l'a. Allô? Cette conclusion me dérange, vu que dans l'introspection, justement, qui était un des manques dans les ressources d'Hannah Arendt, dans l'introspection, je me répète, on a cette capacité de se connaître jusqu'au fond du fond, mais jamais jusqu'au fond du fond, sans limite, et de connaître les autres sans limite, sans atteindre une limite, donc sans
arrivez à cette fatalité? Il y a une ressource qui réside dans l'introspection qu'il faut utiliser, à mon sens, pour peut-être ouvrir la philosophie, à la développer, la poursuivre, pour tenter un chemin en philosophie qui irait plus loin que cette fatalité dont vous vous êtes arrêté. Moi, je pense, après, je sais pas, du point de vue psychanalytique, c'est Renato et Daisy Seidel qui répondront là-dessus, mais je pense que ce soit en philosophie ou en psychanalyse, même si je connais peu de choses en psychanalyse, il y a toujours un résidu, un reste résiduel, un reste, quelque chose qui est inassimilable, tant par le système d'appropriation métaphysique, tant par la cure psychanalytique. Il y a toujours un reste. Que pensez-vous répondrait Alexandre Jolien là-dessus? Alexandre Jolien, j'ai entendu parler de sa conférence récente. Justement, il parle beaucoup de ces restes aussi. Mais je ne connais pas bien Alexandre Jolien. Il est très positif dans sa philosophie. Il ne voit pas il n'y a pas de barrière comme vous en posez. Je ne peux pas me comparer à Alexandre Jolien. Il n'y a pas Alexandre Jolien qui veut. Cette question de la culpabilité du crime, je pense qu'elle doit être aussi circonscrite à quelle situation. C'est difficile de parler en termes très généraux. Par exemple, pour Jaspers, tout allemand était coupable, je dirais presque, il parle d'une culpabilité métaphysique qui est très sévère, cette culpabilité métaphysique, puisque tout Allemand serait coupable, sauf ceux qui sont morts. Vous voyez, donc ce serait presque la limite ultime, mais dans cette condition-là, dans cette situation spécifique. Ensuite, la culpabilité métaphysique, selon lui, serait une réaction à un crime donné qui, dans ce cas, est collectif. Alors, la banalité du mal, c'est clair que c'est curieux ce concept, parce qu'on a le sentiment que non seulement c'est un concept, mais qu'il est devenu presque évident de nos jours. Et en voyant surtout le film, j'étais étonné de voir qu'il a causé tellement de débats. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Margaret von Trotta sur Hannah Arendt. Il paraît qu'il était assez fidèle. Il est très fidèle au fait, elle a fait un travail, Margaret von Trotta, assez incroyable, à savoir que tout ce qu'elle met dans la bouche d'Hannah Arendt, c'est tiré de ses correspondances, c'est tiré de ses discours et tout. Donc c'est un travail minutieux, c'est pas le biopic à l'américaine. Donc Margaret Trotta, c'était une fidèle de Fassbinder, elle a énormément travaillé avec Fassbinder. Et puis, d'ailleurs, c'est Barbara Sukowa, qui est aussi une des grandes actrices de Fassbinder, qui joue le rôle d'Hannah Arendt. Et elle dit à la fin du film, et c'est dit dans ses correspondances, c'est que la seule erreur, tout le monde m'accuse de tout, hein, pour les Judenrat, pour on croit que je peux pardonner, hein, comprendre c'est vouloir pardonner, non. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec Valls, chercher à comprendre les actes terroristes, c'est pardonner, non, pas forcément, elle cherche à comprendre, elle ne pardonne jamais à Eichmann. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin du film, elle a cette phrase qui dit « Tout le monde m'accuse de tout, puis personne n'a vu ma véritable erreur », à savoir que c'est là où elle
Elle était consciente qu'elle devient platonicienne, quelque part. Elle dit le mal ne peut pas être à la fois radical et banal. Il n'a pas de racines, c'est plutôt comme un champignon qui s'étend comme ça, qui se propage en surface. Alors qu'avant, elle était dans les origines du totalitarisme et tout ça, elle parle de mal radical. Elle dit non, il ne peut pas être radical, il est extrême. Et il n'a pas radical, c'est-à-dire qu'il n'a pas de racine, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'essence. Il y a une essence du bien, chez Platon, il y a l'idée du bien, mais il n'y a pas l'idée du mal. C'est seulement une déficience de... Chez Platon, c'est seulement une déficience de bien. Donc elle devient tout d'un coup plus platonicienne que kantienne. Évidemment que cette question de la banalité du mal, on a envie de s'y accrocher, hein, parce que c'est quand même l'expression qui a fait le plus débat, sur laquelle on s'accroche. Évidemment, on peut clarifier les malentendus sur l'aspect Eichmann à Jérusalem, la mauvaise compréhension. Mais tu as dit, elle a ouvert une boîte de Pandore. Et j'ai l'impression que, si on veut vraiment saisir, enfin voilà, c'est une question, mais j'ai quand même une affirmation. Est-ce qu'il ne faudrait pas... oui, mais tu as dit quand même, elle a ouvert par rapport en disant, elle a ouvert l'idée que le mal pouvait s'inscrire dans la loi. Et puis c'est là qu'elle s'inscrit dans la loi, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer ces deux niveaux, à savoir, dans le procès, la suite du procès, Eichmann, elle arrive avec cette idée, la banalité du mal, tout le monde tombe de sa chaise et voilà, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle veut dire, puis elle s'en explique, elle dit ce type qui a l'air dont on s'imaginait, dont on attendait qu'il soit un monstre, finalement c'est un tout petit monsieur, alors oui il plaide, etc., mais un petit monsieur qui n'a pas du tout l'air d'un monstre, et il a un côté très banal, et dans la bureaucratie allemande, il dit moi je faisais très bien mon travail, etc. Et au fond elle s'accroche à cela pour élaborer cette première version, j'ai envie de dire, de la banalité. Et puis il y a une reprise, alors j'ai envie de dire philosophique. Kant, avec un peu plus de distance, elle précise, elle dit la banalité du mal, c'est l'absence de pensée. Et du coup, ça nous transporte ailleurs que dans la factualité du procès, de la bureaucratie, de la politique, mais sur un plan philosophique et métaphysique. Et de dire, c'est l'absence de pensée. Et du coup, là, ça commence à nous concerner tous, parce que c'est pas est-ce qu'on est plus ou moins des monstres et tout ça. Et là, on commence à rejoindre ce que tu es, la radicalité ou le champignon, enfin, j'allais dire. Parce qu'on peut tous s'interroger sur est-ce que, alors tu disais platonicien, le mal comme ignorance, donc je ne sais pas assez, du coup, je ne vais pas connaître le bien et voilà. Mais quand même, sans parler d'histoire de la méditation, la réflexion sur soi, etc., mais l'absence de pensée, et il me semble que là, il y a un noyau essentiel qui fait rebondir la chose sur un plan philosophique, la nécessité de penser pour tenter d'échapper au mal. Alors, après, des clarifications, on peut la rattacher, etc., mais cette nécessité, alors j'ai envie de dire, peut-être l'actualité, c'est là que j'ai envie de poser la question, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à reprendre d'un Ayn au-delà de l'histoire des bureaucrates, est-ce que vraiment ils étaient des monstres ou pas? Et c'est intéressant le parallèle que tu fais entre Heidegger d'un côté, oui, etc., et Eichmann là, mais dire, mettons ça à côté et dire, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est encore capable de penser, est-ce qu'on a des outils de penser, comment penser pour éviter que ça recommence. Enfin, je pars là, je m'emballe parce que cette boîte de Pandore, moi, Non, cette question, elle est absolument passionnante et on la voit très bien dans le film. Dans le film, il y a déjà une chose qui est extraordinaire, c'est que ce sont les vrais documents de Eichmann. C'est les films, on voit, c'est Eichmann en personne. Et Arendt, elle a son rôle, elle est jouée par Sokova, par l'actrice, d'ailleurs en couleur. Arendt, elle est en couleur, c'est une espèce de fiction, tandis que Eichmann, c'est en noir et blanc, les films de l'époque.
Et ce que Arendt, elle dit il y a un moment dans un débat très, très chaleureux avec Blumenfeld, où elle disait que Eichmann c'était un homme tout à fait banal, qui était en train de faire son boulot, qui était un médiocre, qui n'était pas forcément un antisémite, tout simplement, il était obligé de faire ce qu'il faisait. Et c'est là la question de l'absence de pensée. Qu'est-ce que ça serait la pensée pour Eichmann s'il se mettait à penser? Ça serait d'annuler ce renversement moral. Parce que la banalité du mal, c'est lorsque le mal devient la loi. Et ce que Eichmann il était en train de faire, c'est d'obéir à son patron. Ça veut dire à obéir, à faire le mal qui était devenu la loi. Alors s'il commençait à penser, il reviendrait à se demander, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ce que je suis en train de faire? Et lui ne pensait pas. Il y a un moment où il demande, si c'était votre père, est-ce que vous le tuerez? Et il disait, s'il était contre l'Allemagne, je ne me rappelle pas. Si le Führer m'avait prouvé qu'il était coupable. Ouais, non, mais si le Führer avait dit qu'il était coupable. Mais est-ce que si c'est le... Il était anti-allemand, Parce qu'il avait juré aussi qu'il obéirait au Führer. Donc il met la question de l'obéissance d'abord, et puis après, s'il a été prouvé que mon père avait été un traître, pas un traître contre le Führer, oui. C'est ça. Oui. C'est-à-dire parce que j'ai juré et je suis fidèle à mon jure. Donc il met la loi tout le temps au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oui. Et la loi, elle impliquait ce renversement moral. Alors, le problème, il est là. C'est la question de l'effondrement moral qui a eu l'époque. Que vous avez parlé dans votre discussion préalable, mais pas tellement aujourd'hui. J'aurais voulu vous entendre un peu plus sur ça. D'autant plus que ça nous fait penser un peu à nos jours, où ce n'est pas une question d'effondrement moral, mais il y a une remise en question des questions morales à travers du politiquement correct. Moi, j'ai toujours trouvé très agaçant cette histoire du politiquement correct, puisqu'il y a quelque chose de moraliste dans le politiquement correct. Mais à partir du moment où j'ai vu que le monde il était pris par le politiquement incorrect, je me suis dit, bon, finalement, peut-être le politiquement correct n'est pas si mauvais que ça. Alors, sur l'effondrement moral. Je voulais juste dire quelque chose sur la question de l'abîme de la liberté et le principe responsabilité qui a été c'est le livre de Heinz Jonas justement. Donc les deux ils avaient à peu près la même ils écrivaient à peu près la même chose. Donc ce principe de responsabilité, c'est-à-dire que la loi devient quelque chose il n'y a pas de politiquement correct ni incorrect. Le problème, c'est que chacun est responsable de soi et d'une morale. Et cette morale, c'est-à-dire, on va la trouver où? Donc, dans les lois, dans les livres. Donc, ça devient quelque chose on est un peu perdu par rapport qu'il n'y a pas un guide, il n'y a pas quelque chose qui détermine de manière collective un principe comme existait à l'époque. Donc c'est comme si il y a eu un rétrécissement du monde jusqu'à chacun, et chacun maintenant est seul devant quelque chose où il a décidé par lui-même qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Donc voilà, le collectif c'est devenu, donc c'est entré dans une espèce de trou de l'aiguille où chacun doit décider. Et donc ils avaient quand même cette liberté et cette démocratisation, donc on parle de l'après-guerre, c'est-à-dire, c'est venu ça, c'est-à-dire que nous sommes maintenant un petit peu perdus, puis tantôt on va à gauche, tantôt, vous voyez, donc le monde est divisé en deux camps. Donc vous avez vu les votations aux États-Unis, au Brésil, donc ça c'est aussi, c'était 50-50 pratiquement. Donc on choisit droite-gauche, droite-gauche, on ne sait pas, mais
c'est ça, il y a dans cette liberté, c'est vraiment un abîme. On n'arrive pas, donc c'est un abîme un peu sans fond. Et c'est pour ça que maintenant, l'homme, on est dans un monde sans l'homme. Hein. Donc il y a une division entre l'homme et le grand dehors qui est très forte. Et on pense que le grand dehors va nous survivre. Madame ? En fait, je me pose la question parce qu'il me semble qu'il y a un lien qui semble peu intelligible mais intéressant entre cet abîme de liberté et la question même de la pensée. C'est que j'ai l'impression que pour l'abîme de liberté comme pour la pensée, ça demande une certaine forme de hors-temps, de suspension temporelle. Et quand on est amené à penser, quand on est amené à être pleinement libre, on est dans un hors-temps. Et que le hors-temps ne permet pas d'être pleinement inscrit dans une temporalité. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de difficile en fait. Et c'est pour ça qu'on pourrait peut-être comprendre la position d'Eichmann. C'est que j'ai l'impression que s'il avait été amené à penser, il aurait alors été extrait du temps, quelque part. Et du coup, je me demande comment est-ce qu'on revient dans la temporalité, ou comment est-ce qu'on est pleinement dans la temporalité. Vous parlez du Brésil, moi je suis très sensible à ce qui s'est passé au Brésil. J'ai l'impression que ça s'est passé trop vite. Il y a eu une suspension temporelle qui a fait que le temps a filé et que les penseurs sont restés en suspension. Vous voyez comment ou pas? Difficile, mais il me semble y avoir quelque chose d'intéressant et de pertinent à creuser. Parce que vous n'avez pas parlé du temps qui passe, qui défile, comme une certaine forme de destin qui est en route et puis du coup qui est une machine un peu temporelle. Eichmann dans son temps. C'est ça? Ou même Heidegger, ça veut dire il n'était pas hors temps. Ouais, c'est ça. Et puis que l'histoire avec sa temporalité continue en fait comme une machine, alors que les penseurs doivent être suspendus dans un hors-temps, parce que quand on pense, on n'est pas... Oui, c'est peut-être pour ça qu'on est étonné de Heidegger d'avoir pris une position tout à fait ordinaire, et pas cette position qu'on s'attend du penseur. Mais le penseur aussi, la plupart du temps, il est dans le temps. Non. Enfin, mais justement, alors ce qui est intéressant pour répondre à votre question, mais aussi un petit peu aux commentaires que vous avez fait avant, alors peut-être en fait le texte qui serait le plus accessible par rapport à cette question-là est très court, c'est retranscrit une conférence qu'elle a donnée après coup, revenons sur l'affaire Eichmann, mais des années plus tard, qui s'appelle Considération morale, que je fais lire à mes élèves, n'est-ce pas? Dans les conditions morales, dans les considérations morales, Hannah Arendt, alors deux choses. Déjà, justement, elle dit que penser, c'est effectivement, si on était tout le temps en train de penser, on ne pourrait plus rien faire. Donc c'est être un petit peu hors du temps, quoi. Et là, elle l'a appris avec ce terme grec enein, enfin l'homme comme vivant, pensant, enfin c'est difficile à traduire du grec. Elle l'a appris de Heidegger. Ensuite, pour revenir à la question, enfin puis faire peut-être le lien, Hannah Arendt, dans les considérations morales, elle dit toujours que Eichmann est incapable de penser, enfin unable, elle dit en anglais, mais une ou deux fois dans le texte apparaît le mot refus de penser. Et moi, je préfère ce terme parce qu'il condamne plus Eichmann. C'est un refus de penser au lieu d'une incapacité de penser. Ça implique un choix. Ça implique un choix, effectivement. Puis ensuite, alors, la pensée, justement, il y a deux modes de pensée. Elle reprend la Socrate, puis elle dit il y a le dialogue avec les autres. Hein. Socrate parlait avec tout le monde, avec les prostituées. Et ça, c'est le dialogue avec autrui, c'est le lieu du politique. Mais elle parle aussi du dialogue, Socrate, elle reprend chez Socrate l'idée de ce dialogue silencieux et solitaire qu'on doit tous avoir avec nous-mêmes. Et là, alors, c'est peut-être ce dialogue qui serait plus de l'ordre de la psychanalyse, même si on le fait avec un psychanalyste, enfin, de l'introspection en tout cas, ce que je veux dire, voilà. Et
c'est intéressant parce que dans les considérations morales, alors elle oppose d'abord clairement Eichmann et Socrate. Puis elle introduit un personnage intermédiaire qui est Richard III de la pièce de Shakespeare, qui toujours repousse ce moment après son crime, à méditer son crime, et finalement se retrouve quand même tout seul. Et il est comme rattrapé par ses démons, et là il est obligé d'avoir ce dialogue silencieux et solitaire avec lui-même, ce qui fait que je trouve que c'est bien cette figure intermédiaire qui montre qu'on peut être aussi dans un intermédiaire entre cet idéal type du penseur qui est Socrate et puis cet homme qui a, pour moi, plutôt, Eichmann le voit plutôt comme dans le refus de penser. Parce que ce qu'elle dit bien, c'est qu'en fait, face à la connaissance, on n'est pas égaux. Et là, elle reprend les différences chez Kant. Hein, voilà, il y a des gens plus érudits, il y a des gens qui ont plus de connaissances que les autres. Par contre, on est égaux face à la pensée. Elle fait une différence vraiment de connaissance et pensée. Penser, c'est justement entamer c'est cette remise en question, c'est justement cette attitude socratique de toujours se remettre en question, de remettre les choses en question. Parce qu'Eichmann, à un moment donné, a abandonné quelque part, en tout cas. Juste un commentaire. Vous avez si bien parlé de cette prise de position hors temps. C'est au fond le grand thème de Sein und Zeit de Heidegger. L'être et le temps, la finitude. Il faut la penser continuellement pour se placer dans l'être, dans le Dasein. Ce qui a été repris par Sartre, par tout l'existentialisme, et qui a été réinterprété par la suite et que nous devons réinterpréter dans nos termes. Merci beaucoup. Et bien sûr, effectivement, la question de la finitude est difficile. C'est-à-dire que justement, c'est pour ça, Freud en parle dans Analyse finie et infinie. En philosophie, il y a aussi toute cette question, justement, surtout qui est axée métaphysiquement sur la question de cette limite de l'existence qu'est la mort. C'est parce qu'on est des êtres mortels, finis, voilà, que une psychanalyse, à mon avis, peut jamais prendre vraiment fin. Ce serait ma position. Après, je laisserai les psychanalystes parler pour eux. Et que on fera jamais le tour de ses pensées. C'est comme une sorte de spirale. On n'aura jamais tous les angles. En psychanalyse, des fois, on utilise cette métaphore démêler une pelote. On la démêlera jamais complètement. Et il y a justement, pour moi, il y a ce résidu, ce reste qui est irréductible tant au niveau philosophique qu'au niveau philosophique, effectivement, Heidegger on parle, et puis au niveau psychanalytique, je connais moins, mais je pense qu'il y a ça. Puis ça, alors j'aimerais bien entendre Renato ou Daisy là-dessus sur cette analyse finie non finie, puis ce résidu. Oui, mais c'est la question. Le problème de la finitude, c'est très compliqué parce que donc en psychanalyse, vous savez, pulsion de vie, pulsion de mort, mais il y a un très long texte de Jacques-Alain Miller qui s'appelle La biologie lacanienne, dont il défend la position que la pulsion il n'y en a qu'une et que c'est la pulsion de mort. Donc c'est il n'y en a qu'une, mortifère, etc. Donc on n'apporte pas des bonnes nouvelles, hein, mais c'est le problème. C'est-à-dire que c'est une question, vous voyez, à chaque fois qu'on parle du mal, de la mort, c'est toujours très compliqué. Parce que les gens pensent que c'est un sport, mais si vous pensez en termes physiologiques, hein, la pulsion, si vous pensez en termes physiologiques, vous avez soif, vous allez boire, comme Sainte-Marine le fait, donc elle boit, il y a la soif qui finit, donc elle tue la soif. Donc, vous voyez, donc il y a la finitude, elle est un petit peu dans notre quotidien sans qu'on se rende compte. Et quand on a mal, on a envie que ça se finisse.
Donc, la pulsion de mort est quelque chose pour taire une trop grande excitation. Donc, on n'en voit pas non plus dans ces termes. Donc, c'est très compliqué de discuter de ce sujet, je trouve, parce que l'être humain n'aime pas ça, quoi. C'est vraiment lui rappeler tout le temps que voilà, tout a une fin et que voilà, on vieillit, on va mourir. Donc, des choses très simples finalement, mais que on peut pas, vous voyez, on peut pas traiter de ça. Donc, Lacan a beaucoup traité de ça, mais il était très mal vu, hein. Il était très combattu, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le concept de pulsion de mort. Pourtant, c'est vraiment très ancien tout ça. Alors voilà, moi, ce que je vais dire. Et le résidu? Le résidu, donc le reste. Ah, le reste. La question du reste, bon, l'inassimilable, c'est un reste. Hein, donc, c'est-à-dire que la fusion, c'est-à-dire, je ne suis pas physicienne, est-ce que dans une fusion, il n'y a pas de reste? Je me demande. Est-ce qu'il y a une fusion complète? Et quand il y a une fusion complète, je pense que ça explose. Je ne sais pas, j'ai cette impression. Oui, il y a un problème avec la fusion, la séparation, et donc le reste est ce qu'il y a de positif. Si on parle de négatif, le reste, c'est ce qu'il y a de positif, parce que c'est le reste qui remet en marche quelque chose. C'est le reste. C'est le potentiel du négatif. Oui, c'est-à-dire que c'est le reste qui nous fait avancer. Donc la pulsion de vie serait, ça viendrait de ce reste qui est toujours présent. Voilà, je pense que je peux dire ça, mais Artomius, il y a des restes. oui, Artomius, il y a des restes. Donc on vit des restes. Oui, c'est bien. De l'art d'accommoder des restes. Hein, il y a même voilà. Et Nathan, l'autre psychanalyste. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à la différenciation refus de penser ou incapacité de penser, et assez pessimiste par rapport à la pensée comme issue de la banalité du mal, dans le sens où finalement la banalité du mal, c'est un concept très très ancien. Je veux dire, c'est ce qui est à la racine de toutes les religions, hein. La banalité du mal, justement cette dualité de l'homme, qui est assez bien représentée à mon avis par Paul quand il dit ce que je veux je ne le fais pas, ce que je ne fais pas, ce que je ne veux pas je le fais. Donc on a beau penser, on a beau avoir des beaux principes, à un certain moment dans notre vie, pour quelque raison que ça soit, cette banalité du mal, elle nous rattrape. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle nous a rattrapés? Est-ce qu'on démissionne ou est-ce qu'on vire tout le monde en masse comme voilà, c'est le cas de certains de nos politiciens. Est-ce qu'on se flagelle, on s'auto-flagelle et puis on se dit excusez-moi, j'ai mal évalué, voilà, pour 2000 francs c'est bon, je me retire? Ou est-ce que voilà, on dénie tout? Géraldine. Voilà, effectivement, en référence à Géraldine qui, voilà, tout d'un coup, elle, je pense pas que c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi. Bien sûr, elle aurait pu dire non, elle aurait pu, mais à un certain moment, ça l'a rattrapé aussi. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on condamne ces personnes? Alors bien sûr, je pense qu'il y a une échelle à mettre dans la gravité, hein, de ce mal qu'on commet, mais finalement, à notre niveau et vis-à-vis des gens qui nous entourent, le moindre mal peut être assez significatif et dur. Et alors, c'est vrai que bon, bah, les religions ont répondu d'une certaine manière, et je crois qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc on a essayé voilà, de retrouver quelque chose de l'ordre du groupe, d'une idéologie, d'une utopie. L'union fait la force, on a tous une idée, on crée une idée du droit, du juste, et on essaye de la mettre en œuvre. Mais effectivement, quand elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait surtout à un niveau plus... Après, bah, il y a le niveau politique, mais il y a le niveau vraiment plus existentiel de soi, ses proches, sa vie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand nous, on se rend compte qu'on n'a pas agi selon ce qu'on pensait être bien, est-ce qu'on avait bien réfléchi qu'en mettant le bien?
Alors, je ne sais pas, mes lectures d'Arendt remontent à il y a bien longtemps, donc je ne sais pas si elle avait évoqué une ligne de réponse ou... Mais je pense que le qualificatif banal vient donner une autre couleur à la question du mal. Bien sûr que tous les religions donc, sont basées sur le bien et le mal, etc. Mais c'est un peu clivé, c'est-à-dire c'est un peu manichéen, c'est le bien, il y a le mal, etc. Donc dans le qualificatif banal, ça veut dire que tout le monde a, ça veut dire ça fait rentrer dedans, c'est une réunion. Et que ça modifie quand même l'idée du mal. C'est ça que je pense qui a été quand même un peu novateur quand elle a mis ce qualificatif banal à côté du mal. Voilà. Il y a une autre chose aussi qui je pense que c'est difficile de penser le bien et le mal uniquement en termes individuels sans mettre en rapport avec le collectif. Parce que forcément, le collectif, il a une puissance comme ça de persuasion très grande. Et c'est peut-être là que le penser, au sens de Arendt, entre en ligne de compte. Le penser, c'est lorsqu'on réussit cette liberté, entre autres, de s'opposer au collectif, ce qui est souvent assez rare. Bon, après, je pense qu'il faut faire... C'est pas du tout une attaque, hein, vraiment, mais qu'il faut faire attention justement parce que ça, c'est aussi... ça pourrait être une forme de nihilisme, c'est-à-dire de tout mettre au même niveau. À savoir, on ne peut pas comparer, enfin, je sais pas, l'affaire Géraldine Savary avec la solution finale. Enfin, il y a... Mais par contre, effectivement, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est à chacun, chaque fois, de se remettre en question, de tirer les conséquences de ses actes. Ça serait important de chaque fois pouvoir... ce que je ne fais pas non plus toujours, hein. Personne n'est parfait, quoi. Personne n'est pas Socrate qui veut non plus, comme n'est pas Alexandre Généen qui veut. Il y a plein de fois où je ne me remets pas en question, mais j'essaye de le faire. C'est une sorte d'exercice comme ça. Mais par contre, justement, on peut pas, je pense, comparer. Il y a un avant et un après Auschwitz malgré tout. C'est ce que Giorgio Agamben aussi dit, hein, c'est-à-dire que ça se rejoue tout le temps. Hein. Il parle à un moment donné dans un de ses textes qui s'appelle Ce qui reste d'Auschwitz. Et il parle d'un match de foot. Pourtant, j'adore le foot, hein, je regarde du foot malgré tout ça, mais il parle d'un match de foot où un des membres du Sonderkommando, donc c'était des juifs qui faisaient partie de ceux qui pouvaient nettoyer les chambres à gaz et tout, d'un match entre, disons que les hauts dignitaires des camps, les surveillants des camps d'extermination et ces membres du Sonderkommando. Il dit, chaque fois qu'il y a un match de foot qui se rejoue, c'est la même chose, quoi, quelque part. Et là, je rejoindrais peut-être un peu la vision, malgré tout, un peu apocalyptique, pessimiste de Daisy Seidel. Mais je regarde du foot. Mais si on... Sur cette question de l'individu. Sur cette question de l'individuel et du collectif, justement, et de la banalité du mal, pour moi, finalement, la banalité du mal, pour moi, c'est collectif, c'est la machine, c'est le système. Eichmann, s'il s'était opposé lui seul, il est juste marginalisé, mais ça n'empêche pas au système d'exister. Donc finalement, pour moi, la contestation aussi, elle est pas... C'est pas... je sais pas comment ça a été conceptualisé par Hannah Arendt, la contestation individuelle, si on est seul, on est vite marginalisé. Comment est-ce que ça a été théorisé est-ce que ça a été théorisé, ce collectif? Oui, au fait, Hannah Arendt, justement, c'est ça qu'elle parle. Vous auriez voulu que je parle plus de l'effondrement moral. Hannah Arendt, elle dit qu'il y a un effondrement moral à ce moment-là
des deux parties, quelque part. Et les deux parties, il y a des Allemands, les côtés des victimes et les côtés des tortionnaires, enfin des méchants, pour dire comme les films américains, mais non, des nazis. Mais dans le sens où elle dit oui, en parlant des juifs qui n'ont pas pu résister, qu'on accuse un peu les juifs d'avoir accepté ce statut. Elle dit qu'il y a quelque chose entre deux qui se situe entre la résistance et le fait d'endosser comme ça le rôle de victime. Et ce serait la même chose pour les Allemands. Il y a quand même aussi des Allemands qui ont caché des juifs chez eux, qui ont accueilli des juifs, qui sont... L'idéal, ce serait ça, selon elle, c'est cette espèce d'entre-deux, quoi. Elle dit que c'était impossible de résister, du côté des victimes. C'était impossible de... Mais il y aurait quelque chose entre... Parce que justement, on l'accuse beaucoup d'avoir dit que les Juifs, au fait, c'était résigné comme ça. Puis elle dit non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit contre... justement le fait de résister, le fait de se résigner, d'aller aux chambres à gaz, il y aurait quelque chose entre deux. Alors, et de l'autre côté aussi. Mais alors effectivement, elle dit jamais quel est exactement entre deux. Bon, le temps passe, on va devoir terminer. J'avais juste un point sur le consentement d'Eichmann à répondre aux questions. Parce qu'au fond, il aurait très bien pu ne pas y répondre. Donc là, on a eu effectivement un dialogue, pour l'histoire de l'humanité exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui n'a pas eu lieu en vérité. Il ne répondait pas aux questions d'Hannah Arendt. Et puisque tous les jours, elle faisait son commentaire et puis son analyse, et puis c'était une chance extraordinaire qu'elle avait là de pouvoir mettre à l'épreuve son système de pensée face à un être humain qui, effectivement, était un prisonnier, donc son avenir, il était tout tracé, il n'était pas ignorant de ce qui lui arriverait. Il y avait eu le temps tout de même de... tout le monde avait pensé, tout le monde avait repris le cours des choses, etc. Et tout à coup, ce procès, il vient là, il est un peu en suspens de l'histoire des choses. La guerre, elle est passée depuis longtemps. Donc les gens ont conclu toutes sortes de choses, le commerce est parti, enfin bref. Donc j'ai ce sentiment, et Eichmann lui-même a bougé dans sa tête. Il n'était plus celui qui allait donner les ordres, etc. Donc, il est bien dans une réflexion. Moi, je refuse totalement cette idée qu'il ne pense pas. Je veux dire que c'est une chance inouïe pour nous autres que cet homme ait répondu aux questions. Donc, s'il a répondu aux questions, c'est bien qu'il avait... Hier, j'étais avec quelqu'un qui est bipolaire et qui était redescendu de sa phase maniaque. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est ça. C'est au fond comme s'il y avait une phase très maniaque, mais collective, bien sûr, la guerre, le nazisme. Et puis, voilà, on est dans l'autre moment qui lui est tout à fait mais moi, je me suis aussi posé cette question. Attendez, je finis. Qui est tout à fait pénible, qui est effectivement la vie normale. On n'est plus dans la phase maniaque, qui est tout à fait extraordinaire, du point de vue de ceux qui la connaissent. Voilà, donc pour moi, on était dans ce moment de réflexion et aujourd'hui, on en bénéficie encore. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas beaucoup dépassé. Quand on parle du Rwanda, on n'a pas beaucoup évolué sur la réflexion. Il peut se passer n'importe quoi depuis 70 ans, on est à peu près avec les mêmes éléments du bien, du mal. Enfin voilà, on ressasse.
Alors c'était une occasion unique, justement, puisque c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un individu de ce niveau, quoi. Je peux intervenir là, parce que j'ai posé le même genre de question, pourquoi il a témoigné? Parce qu'il aurait pu se taire, il aurait pu prendre du cyanure comme l'autre l'a pris devant tout le monde. Pourquoi il a témoigné? Je me suis posé cette question. Parce que j'avais l'impression qu'il voulait témoigner, qu'il avait une volonté de témoigner. Et je pense qu'il y avait quand même un petit peu d'exhibitionnisme, qui n'était pas tout à fait conscient chez lui, mais de le voir dans cette cage de verre, etc., il y avait un exhibitionnisme, voyeurisme, voilà, qui se sont unis dans ce procès, et qui les gens assistaient à la télévision, etc. Et moi, je pense qu'il a voulu laisser quelque chose de ce qu'il a fait. Peut-être, est-ce que pour s'excuser, parce qu'il dit... Non, c'est pas pour s'excuser. Oui, mais il a dit, j'ai simplement j'ai accompli les ordres, enfin d'après ce que je me souviens. Oui, voilà. Mais en même temps, il y avait une espèce de fierté, donc c'était teinté de fierté, donc c'était assez contradictoire, je pense. Il y avait cet exhibitionnisme, mais il était aussi victime, donc on ne comprenait pas très bien. Mais il y avait une espèce de pathologie qui était un peu... donc elle le considère comme banal, mais il y avait une certaine pathologie que je trouve qui se montrait à nous, mais on ne sait pas très bien de quel ordre. Voilà. D'ailleurs, ce qui rejoindrait justement... non, je crois pas. Mais ce qui rejoindrait le discours de Daisy Seidel, dans ce que j'avais dit dans ma présentation, c'est qu'en fait, si on étudie un petit peu de près les choses, avec toutes sortes d'historiens, etc., je ne peux pas faire la liste c'est que peu à peu, ils cherchent de plus en plus Ricardo Clement, Eichmann, lorsqu'il est à Buenos Aires, il se fait connaître. On a l'impression qu'il cherche à être rattrapé par l'histoire. Et à mon avis, alors je dirais plutôt que c'est par une sorte de fierté. Et pas du tout parce qu'il veut témoigner ou qu'il se sent. Oui, alors Hannah Arendt, le problème c'est qu'elle évacue toute pathologie. Alors effectivement, on avait parlé avec Daisy et Renato avant cette rencontre, à savoir que Hannah Arendt refuse toute pathologie chez Eichmann. Il y a toutes sortes d'auteurs qui ont écrit sur le côté pathologique d'Eichmann. Mais j'aimerais revenir sur la question de la pensée. C'est clair que Eichmann, il pense au sens phénoménologique du terme, n'est-ce pas? Puisqu'il parle, il se défend, etc. Il a toute une expression logique. C'est au sens vraiment arendtien du terme qu'il ne pense pas. C'est une question très propre à Hannah Arendt lorsqu'elle dit qu'il cesse de penser, parce que c'est la question de la liberté. Et la liberté, pour Hannah Arendt, c'est l'introduction de quelque chose de nouveau. Quand vous avez parlé un peu de la natalité, il n'a pas introduit quelque chose de nouveau. Il a pensé, si on peut dire, comme on pouvait s'attendre de quelqu'un dans sa position. Bref, je suis désolé, on va arrêter parce qu'on pourrait continuer longtemps. C'est notre dernière rencontre d'une série de 5. Je tiens à remercier Philippe Gervais et tout le monde du Café littéraire. Et bien sûr, pour aujourd'hui, je remercie Sandrine et Daisy. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie effectivement pour vos propos toujours passionnants qui suscitent la réflexion, qui suscitent le débat. Effectivement, on n'a pas fini d'en débattre, d'en découdre avec ces questions, avec ces personnes, effectivement avec ce croisement de regards entre les philosophes, les historiens et ces regards psychanalytiques. Moi, j'ai envie de continuer. Et donc voilà, effectivement, on va s'arrêter là. Ceux qui veulent souhaiter continuer, rester à discuter un petit peu, on peut le faire en petit comité. Si vous n'êtes pas fatigué. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je mentionne encore juste nos partenaires du groupe Roman de philosophie, du groupe Vaudois de philosophie ont amorcé un cycle autour de Gaïa.
Et donc ils ont une séance le lundi prochain à la maison quartier Sougar, avec une invitation d'Isabelle Stenger, c'est assez exceptionnel, donc autour de surgissement de Gaïa, et donc qui amorce un cycle autour de la transition écologique de Gaïa, qu'ils ont un petit peu amorcé ici dans ces questions à la fin, des questions sur la question de l'annihilation, du renversement, etc. Donc voilà, je vous encourage à suivre aussi autour du groupe vaudois de philosophie, la maison quartier Sougar. Voilà, c'est un peu un petit peu nos partenaires, nos invités ici, donc comme vous l'êtes sur ce cycle ici, avec l'ASREC. Et voilà. Merci de votre intervention, de votre attention, de votre écoute, et à bientôt. Ouais, merci.